tous et bienvenue dans cette keynote réalisée dans les conditions du direct. Vous le voyez, il y a le chat Twitch juste à droite. On est sur du PowerPoint à l'ancienne parce que c'est en fait le plus simple que j'ai trouvé pour faire des présentations cool. Comme ça, on est dans la spontanéité, on est dans les échanges en direct avec les gens. Ça fait plaisir. Pas mal de choses à voir dans cette petite keynote qui est donc un point sur l'actualité de Superfilm Studio qui, je vous le rappelle, est mon entreprise. On a tous ces trucs-là qu'on va regarder ensemble. Je vais me faire disparaître le temps de vous lire. L'écran, les points abordés, ça va être l'état général de l'entreprise, tout ce qui concerne les finances, la restructuration, les séries en cours, le light novel, Chronique des Gadia qui est toujours en réflexion, le retour du calendrier en décembre sur YouTube et Tellington. Vous avez été nombreux à me demander, donc je fais un point sur le fait qu'il y a un calendrier. Des figurines Andrew et Lumine pour Noël. On en apprendra un petit peu plus sur ce sujet qui me tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur à pas mal de gens dans la communauté. On fera un point sur le concours de fan art qui est en cours sur le Discord. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit concours de fan art. Et les ventes communautaires Awards du SSU qui est porté par des membres de la commu qui aura un petit coup de projecteur dans ce live. Et la dernière partie de ce diaporama, qui sera celle qui aura le plus de slides, c'est la reprise du développement de Battle for Agadia sur Godot Engine. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en dev, j'expliquerai pourquoi, comment, où on en est, où on va, etc. On commence avec l'état général de l'entreprise. Donc, faut que je trouve un endroit où je peux me caler et où je nique pas trop le diaporama. Si je me mets là, genre, est-ce que c'est pas mal ça? Pas mal ça. C'est pas mal. On va se mettre là en attendant. Donc, concernant l'état général de l'entreprise, la situation économique, là, elle est toujours compliquée. On l'a vu dans la précédente keynote. On est très, très fragile économiquement. Pourquoi? Parce qu'on a des charges qui sont malheureusement supérieures à ce qu'on arrive à rentrer en termes d'argent. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, qu'on avait prévu beaucoup plus élevé, en fait, n'est pas aussi élevé que ce qu'on aurait voulu. Et c'est galère. On a à peine de quoi vivre. Et du coup, ça met en danger la pérennité de la structure parce que là, moindre truc qui part en vrille, on risque de crever. Donc, on fait hyper attention. Le deuxième point, certains sont déjà au courant, mais là, c'est officiel, je peux vous le dire. Kevin, mon associé, alias Jev, sur les réseaux sociaux, a décidé de quitter l'aventure. Donc, il est parti. Je vous rassure, il n'y a aucun drama là-dedans. On va revenir là-dessus dans la prochaine slide. C'est juste un choix, personnel de sa part qui est lié à sa propre situation. On en parlera un peu brièvement. On cherche de notre côté à changer de locaux prochainement, si possible, pour aller vers quelque chose de plus petit et de moins cher, parce que c'est une des charges principales pour la société. Le fait qu'on ait un immense local et qu'au final, on n'arrive pas tant que ça à rentabiliser la surface, c'est compliqué. La production des séries se poursuit. A priori, pour l'instant, il n'y a pas d'interruption, sauf en décembre, vu qu'il y aura le calendrier. Donc, dès qu'il y a les calendriers de l'avant, perturbation sur les rythmes de diffusion, etc. Donc, il faudra peut-être vous attendre à ce que Tellington soit un peu au ralenti, vu qu'il y aura une quotidienne, en fait, qui sera aussi sur Tellington, d'ailleurs. Mais c'est possible que les autres séries soient freeze, c'est même sûr. Les autres séries seront freeze. Vous aurez une quotidienne en décembre, mais du coup, il n'y aura pas les 2 épisodes des autres séries par semaine, parce que sinon, je vais crever, c'est trop dur à gérer. Les séries Tellington, Superfilm Studio devraient être disponibles sur Audible en achat unité d'ici quelques mois. Ça y est, on a signé les contrats avec un provider qui va nous permettre de diffuser nos contenus sur Audible, sur Spotify et sur d'autres plateformes payantes. À noter que ça sera toujours plus rentable d'utiliser Tellington et d'être abonné à Tellington. Il y aura pas photo. Tu payes 7,99 € par mois chez Tellington et tu as accès à tous nos contenus. Sur les autres sites, il faudra acheter un truc à l'unité, quoi. Donc, ça sera plus cher. Donc, vaut mieux aller sur Tellington. Et bien sûr, l'accent est mis sur les projets rentables, donc tout ce qui va être les figurines. Et on y reviendra dans une prochaine slide parce qu'il y a pas mal de projets concernant les figurines. Concernant le départ de Kevin, donc je réinsiste sur ce point parce que je sais que c'est toujours un peu tricky, un peu touchy quand il y a des sujets communautaires comme ça. C'est un départ d'un commun accord. C'est principalement motivé par des problèmes personnels et familiaux de sa part, donc des gros problèmes dans sa vie privée. Il a décidé de lever le pied considérablement. Donc il reste associé, c'est-à-dire qu'il va garder ses actions Superfilm Studio. Il ne va pas les revendre. Par contre, il ne bosse plus pour nous, quoi. Il prend un job dans une autre entreprise. Et il sera en disponibilité s'il y a un pépin absolu, genre tu vois, Tellington est down, ça a planté, je peux l'appeler en urgence, il pourra intervenir sur les serveurs, mais il n'y aura pas de continuité dans le développement et l'amélioration technique des différents sujets. C'est pour ça notamment que le support est un petit peu au ralenti, parce que moi j'ai pas forcément les compétences sur certains sujets.
Sa mission principale, qui était de créer Tellington, elle est remplie. Hein. Ce projet a été porté depuis le début par 2 personnes, c'était lui et moi, à 50%. Et toute la partie technique, c'était lui, quoi. Donc, sans lui, ça aurait été juste impossible. Et ce qu'il a fait, c'est une vraie prouesse technique, parce que je connais quasiment aucun développeur qui aurait été capable de créer à lui tout seul un genre de Netflix, en fait. On a des concurrents avec lesquels on a discuté. Les mecs avaient des équipes entières, en fait. Nous, c'était Kevin et moi. Moi, je faisais la partie graphisme, des interfaces, etc. Je disais, ça doit ressembler à ça. Et lui, il faisait tout le code et tout le fonctionnement technique. C'est lui qui a déployé sur Google Cloud. C'est lui qui a fait les milliers de lignes de code, qui a sur vos téléphones, qui a sur vos PC, qui a partout pour que ça marche et que ça tourne. Donc, sans lui, il n'y a pas Tellington. Et ça, c'est hyper important pour moi de le souligner. C'est d'ailleurs le sujet de cette petite slide. Sans Kevin, rien de tout ce qu'on a fait ensemble n'aurait été possible. Pas de Tellington, pas de V1 de Battle for Agadia, pas de boutique. Parce que la boutique, c'est lui qui l'a codé de A à Z, hein, la boutique qu'il y a dans Tellington, ce qui était un truc de psychopathe. Le mec a créé un mini Amazon dans Tellington. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Sans lui, il n'y a pas de site, il n'y a pas d'entreprise, parce qu'il a aussi porté énormément de tâches administratives. Je vais enlever le chat un petit peu pour qu'on voit la petite photo qu'on a. Durant ces 4 années, on a eu des hauts et des bas, comme dans toutes les entreprises. Ça restera toujours quelqu'un qui a compté dans l'histoire de la boîte. Et on lui souhaite, moi en tout cas, je lui souhaite, et je pense vous aussi, le meilleur pour la suite. Et j'espère que tous ces problèmes vont s'arranger. Et il sait qu'il peut m'appeler en cas de besoin et vice-versa. Voilà. Et puis la petite photo, c'est un souvenir de la Made in Asia. C'était en 2022. On avait été invité dans une convention en Belgique. On avait pu rencontrer certains fans de l'univers de Tellington et des différentes séries. Donc ça faisait trop plaisir de rentrer en contact avec le public, quoi. C'était aussi la première fois qu'il était invité dans un événement comme ça, donc c'était chouette. Petit reminding, prenez soin de vous, c'est vrai. Et de ceux que vous aimez, c'est très important. Bonne journée et bon stream à vous. Merci beaucoup, Keketos. Voilà, et on voit dans le chat, hein, il y a des petits messages. N'hésitez pas, si vous voulez mettre des petits messages pour Kevin, je les lirai. Merci, Kevin. Comment tu comptes t'organiser? Je vous en parlerai après. Force et soutien à Jev. J'ai passé plus de temps à check la sécu du site il y a quelques temps. Ça n'a pas de rapport. Merci, Jev. C'est en partie grâce à lui que l'Omniscient existe. C'était une vraie inspiration. Voilà, donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, concernant les autres sujets, du coup, je me retrouve avec beaucoup de poids sur les épaules. Vous vous en doutez. Donc, le but de cette slide, c'est pas de faire ouin-ouin et de me plaindre. C'est juste de vous dire, pitié, s'il vous plaît, soyez compréhensifs parce que, comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu, c'était une boîte qui reposait sur 2 piliers et il y a un des 2 piliers qui est parti. Du coup, le poids que portait Kevin me revient à moi aussi. Et du coup, je gère et je porte tout. Bien entendu, sur la partie mixage son et différentes autres tâches, on a Gaël spécifiquement sur le pôle audio. J'ai des freelances à droite à gauche pour des illustrations et d'autres trucs comme ça. Mais tout le reste, c'est moi. Et du coup, je me retrouve et au four et au moulin. Donc, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais je m'accroche, je fais de mon mieux. J'ai eu une période où c'était très difficile psychologiquement, mais là, je suis en mode don't act, vas-y, en fait, faut avancer parce que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, je reste motivé, à déployer mon univers sur tous les supports possibles, même si les chemins et la forme évoluent. Donc ça, c'est très important pour moi, c'est que l'univers, il prenne vie, peu importe la forme que ça prend, il doit prendre vie, il doit se développer, les histoires doivent être racontées, les gens doivent pouvoir kiffer. Et comme je le disais, le support technique côté Tellington est considérablement ralenti. Et selon vos types de pépins, la résolution, elle va prendre du temps. Si c'est des pépins, on va dire non techniques, genre j'ai un petit souci avec mon abonnement, j'ai un petit souci parce que j'arrive pas à me connecter, ça, c'est des trucs sur lesquels j'ai facilement la main, je peux intervenir rapidement. Mais tout ce qui va être, j'ai un bug spécifique sur mon téléphone à moi, qui est un iPhone 14, quand j'appuie sur ce bouton, ça fait ça. Ça, je ne vais pas savoir résoudre. Donc, le meilleur conseil que je peux éventuellement vous donner quand vous avez des bugs à la con comme ça, c'est en attendant qu'il y ait une résolution, passer par la version web, qui marche aussi sur téléphone, la version web. Hein. Vous allez sur tellington.com et au lieu d'utiliser l'appli, utilisez tellington.com, à défaut si l'appli ne marche pas. Voilà. Alors, je lis un petit peu. Après, mais qui sera chargé de résoudre les bugs de l'appli en cours? Vous ferez appel à un indépendant. Pour ça vous coûte bien trop cher, non? Alors, ne t'inquiète pas, Pralinou. Chaque chose en son temps. Ça, c'est notre popote interne. Comme je vous l'ai dit, Kevin est un peu en dispo quand il y a des gros pépins majeurs. Quand il y a des petits pépins, ça pourra se négocier potentiellement avec lui, mais c'est pas certain parce que là, comme je vous l'ai dit, il a d'autres projets. Mais on va trouver une solution. Et s'il faut ponctuellement
payer un dev en freelance spécialisé dans les technologies qu'on utilise, je me fais bouger à l'écran, je trouve ça rigolo. S'il faut ponctuellement prendre un dev spécialisé pour résoudre les différents pépins, on prendra ponctuellement un dev. Sachant que moi-même, j'ai aussi un background de dev, j'ai pas du tout le niveau de Kevin, hein. Je pourrais intervenir. C'est juste que moi, vu que je connais pas la solution, le code, etc., rien que me plonger dedans, juste pour comprendre comment tout est fait, je risque de mettre plusieurs semaines. Et le problème, c'est que si je fais ça, je suis pas en train de travailler sur le reste. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, il faut que je fasse gaffe, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, un petit peu de bonnes nouvelles. Je vais me mettre là en bas. Les séries en cours. La question des plaines, mes amis, a battu le record de longueur des séries. C'est la plus longue série Tellington. C'est même la plus longue série que j'ai jamais fait, moi, tout court. Si la caméra veut bien arrêter d'être floue. Attendez, je relance la caméra. Désactiver. Activer. Bonjour. Voilà. La question des plaines, record de longévité. Donc 38 épisodes. J'ai jamais fait un truc aussi long. Donc avant ça, celle qui détenait le record, c'était Andrew Onegadia, qui était à 35 ou 36. Peut-être 32, je sais plus, dans ces eaux-là. Et la question des plaines va largement taper les 40 épisodes. Parce que là où on en est en termes de narration, je suis quasiment certain. Je vous fais un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Alors que l'Empire de Rockwell décide de régler la question des plaines, c'est le titre de l'œuvre, en colonisant les terres anciennes où vivent des clans, un petit groupe de gens des steppes décide de se dresser contre l'Empire. Guidé par la vieille Andramège Rosa, grande matriarche du clan des Plaines du Nord, c'est la mémé qui est là juste au-dessus, un petit groupe de plainiens entreprend un long périple dans le but d'assassiner l'empereur Richard de Rockwell. Vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. On va aller de péripétie en péripétie. On va voir du pays parce que c'est des séries qui vous font voyager, celle-là. Il y a plusieurs types de séries pour moi. Tu as les séries, on va dire, mouvantes. Elle en fait partie. C'est les séries où je prends un groupe de personnages et je les balade un peu partout dans un monde inconnu, qui est le monde des Gadiens en l'occurrence. Et tu as les séries un peu plus statiques où, entre guillemets, le monde et les lieux sont déjà connus. Mais par contre, il y a des intrigues dans ces lieux-là qui sont très précises. Et le lieu en lui-même n'est pas si important que ça. Là en l'occurrence, dans la question des plaines, les lieux sont aussi importants que les personnages. Je suis désolé, le chat, je vous ai invisibilisé, mais pour que les slides soient un peu plus lisibles. Ensuite, Mystère à Vinwald. Mystère à Vinwald, enquête et divinité. Parce que c'est un peu la thématique générale qu'on a dans cette série-là, qui est en cours de diffusion. On retrouve un petit peu le mode de narration que j'ai de base, c'est-à-dire un lieu précis, genre un village, exemple Marmottin, là c'est Vinwald. Un village, une enquête, des trucs bizarres, la police qui comprend pas, et de la magie. Petit résumé, le propriétaire de Porte-Talion est dans un piteux état. Complètement dépressif, il s'est enfermé dans un hôtel miteux de Vinwald, une petite ville côtière, réputée pour abriter le centre carcéral de Lockwater, où les pires terroristes magiques sont enfermés. Ses amis, Andrew, Camélia et Cornelius, décident de lui venir en aide. Dans leur quête, ils finiront par comprendre que Talion a croisé le chemin d'une entité aussi puissante que dangereuse, une calamité dont la simple évocation met Talion dans tous ses états. Voilà. Donc, nouveau grand méchant pour l'univers ici. En tout cas, un vrai adversaire assez violent. Mémé veut déclencher une guerre. C'est ça. Sur le précédent, c'était plus ça. Donc voilà, c'est des séries qui sont à dévorer sur Tellington, c'est en ce moment. Ici, vous avez donc déjà, comme je vous disais, 38 épisodes. C'est pas trop mal. Hein, il y a de la matière. Il y a de la matière, 38 épisodes. Là, on en est au 11e. On vient d'enregistrer le 11e en direct sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous voulez assister à des séances d'enregistrement. Twitch.tv/Superflame. Ah, il n'y a pas le nom de mon Twitch sur ce truc. Bon, tant pis. Mais voilà, Twitch.tv/Superflame Studio d'ailleurs. On a changé récemment. Donc voilà, les séries à dévorer sur Tellington, c'est celle-ci. Ensuite, Light Novel Chronique des Gadia. Donc, c'est un projet que je vous avais pitché il y a quelques temps. Le projet, c'est quoi? C'est de dire, vas-y, le truc que je sais faire, et qui pour l'instant rapporte toujours de l'argent quand je le fais, c'est raconter des histoires et vendre ces histoires à des gens qui veulent les écouter, les lire, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une nouvelle œuvre qui, cette fois-ci, serait une histoire qui est extrêmement longue, mais qui est découpée en petits tomes d'une centaine de pages, qu'on appelle des light novels, en fait, c'est le nom japonais de ce genre de truc, en fait, c'est l'équivalent textuel de ce qu'est un manga. L'autre particularité des light novels,
c'est aussi qu'il y a des illustrations à l'intérieur de ces bouquins. Et l'idée, là, c'était de vous proposer de redécouvrir l'univers sous un nouvel angle, c'est-à-dire, on va en Egadia, on prend des nouveaux personnages pour faire plaisir aux gens qui connaissent déjà l'univers et qui estiment avoir fait un peu le tour, mais aussi pour permettre à des gens qui ne connaissent pas encore la licence de la découvrir. Et ces nouveaux personnages, tu les prends, tu les balades dans le monde des Gadia avec un côté un peu shonen, c'est-à-dire qu'au début, c'est des gens un peu chétifs, un peu faibles, un peu en galère, qui, de tome en tome, deviennent de plus en plus puissants, se découvrent, gagnent en courage, gagnent en compétences et deviennent des warriors super puissants. Et l'idée, c'était de prendre un petit peu un groupe de jeunes originaires de l'île aux âmes, qui est un petit patelin dans le monde des Gadia, et de les faire aller affronter l'Empire, mais d'étape en étape. Hein. C'est pas du jour au lendemain, ils finissent devant Richard de Rockwell et ils le butent. Hein. C'est pas ça du tout. Mais l'idée, voilà, c'était de créer une nouvelle aventure, avec aussi, bien sûr, l'idée que ces nouveaux personnages viennent croiser d'anciens personnages. Il pourrait très bien croiser un Andrew, un Talion, faire un peu de chemin avec le lettré Carmin, croiser le chemin de Talbor, rencontrer Danzo, etc. L'idée, c'est vraiment faire un melting pot, mais qui permet à des gens qui ne connaissent pas de découvrir l'univers. Et l'idée aussi, c'est d'avoir pour la première fois un titre qui est giga long. Et en fait, du coup, les gens, ils s'identifient à cette marque qui serait Chronique des Gadia. Et en fait, ils savent que tant qu'ils achètent un numéro de cette saga, c'est une même immense histoire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut le faire. La première, c'est évidemment, et je m'en suis pas caché dès le début, elle est financière parce que ça permettrait, vu que ça serait de la parution, par exemple mensuelle, d'avoir une rentrée d'argent garantie tous les mois. S'il y a un tome chaque mois et que les gens, par exemple, soit s'abonnent, soit tout simplement kiffent suffisamment l'œuvre pour se dire, bah oui, le mois prochain, je me prends le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4, ça permettrait de faire des rentrées d'argent. Et l'autre avantage, c'est que c'est un exercice dans lequel je me démerde bien. J'adore écrire, j'écris en quantité phénoménale par rapport à d'autres auteurs. La plupart des auteurs, pour faire un roman, ils mettent 1 an. Moi, je mets 1 mois. Ce que je fais avec les calendriers, par exemple. 1 mois et demi. Donc, c'est un challenge que je sais que je suis capable de tenir. En revanche, le défaut, c'est que c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire que si je me lance là-dedans, ou plutôt quand je me lancerai là-dedans, parce que je vais le faire, hein, quand je me lancerai là-dedans, ça va me bouffer tellement de temps que ça va être du all-in. C'est-à-dire, si je me lance là-dedans, je mise quasiment tout sur ce projet-là spécifiquement. Je ne veux pas le faire tout de suite parce qu'il y a d'autres trucs, on en parlera dans les prochaines slides, mais voilà, ça c'est dans les cartons, c'est prêt à commencer à être déployé. Je vois dans le chat qu'on a Limonade qui dit « Mais est-ce que c'est pas plus facile vu que tu n'as pas besoin de narrer les histoires ?» Alors non, parce que en fait, l'idée, c'est qu'elles ne soient pas que textuelles. L'idée, c'est de dire, c'est des histoires qui sont dispo et en papier et en audio. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'équivalent d'un calendrier tous les mois. Un peu plus petit. J'exagère. Plus petit qu'un calendrier. Plus petit qu'un calendrier, mais tous les mois, tu as quasi plus d'1 heure d'épisode sur. Tous les mois. Donc, 12 heures par an de contenu dans ce monde-là. De cette histoire-là. Ça fait un paquet de longs métrages. C'est comme s'il y avait 6 longs métrages qui sortaient dans l'année sur les Chroniques des Gadia, par exemple, en termes de volume horaire. Donc c'est un truc qui est titanesque, vous vous en rendez bien compte. Par contre, j'ai fait mes petits calculs dans mon coin. Économiquement, c'est intéressant qu'à partir d'un certain seuil, d'un certain palier en termes de prix, c'est-à-dire que le truc ne peut pas juste coûter 5 €, sinon ça ne sert à rien, je ne peux pas le faire, c'est pas rentable. Et il y a aussi l'aspect quantité de gens. Là, il y a à peu près 260 personnes qui ont manifesté un intérêt certain pour le projet parmi les gens sondés. Quand on fait un peu les écarts de prix, les cohortes, etc., on tombe sur... En fait, si je vends, il faut que de manière sûre que je vende le truc, donc la version papier et l'audio, ou que le papier que l'audio, faut que quand tu cumules les deux, ça rapporte dans les 30 balles, un peu moins de 30 balles. Sinon, en fait, c'est pas rentable pour l'entreprise de le faire. J'ai meilleur temps de ne pas le faire du tout. C'est terrible. Je le sais, mais il faut que je regarde de manière claire et précise les chiffres de rentabilité. Surtout s'il y a des illustrations. Les illustrations, tu mets un billet. Hein. Un illustrateur, tu le paies pas au lance-pierre, quoi. Enfin, moi, quand je bosse avec des illustrateurs, je les paie pas au lance-pierre. Donc, c'est à réfléchir. Mais voilà. Donc, ce projet, il est entre parenthèses. Ça s'appelle Chronique des Gadia. Je vous dirai quand ça sortira, quand ça sera lancé. Mais sachez que voilà, ça sera une nouvelle grande saga. C'est un peu mon One Piece à moi, mon Naruto à moi. Voilà, une grosse saga. Un peu dans le même principe que les Démons d'Hugo à l'époque, où tout était sorti d'un coup. Voilà, exactement. C'est comme si tu avais un Démon d'Hugo qui sortait tous les mois. Sauf qu'à l'époque, les Démons d'Hugo, j'avais pu vendre ça
16 balles, mais c'était 16 balles que les audios. Après, on peut aussi imaginer, en fait, il faudra que je ressonde les gens, on pourrait imaginer que ça soit que de l'audio, plus cher du coup, que du Tellington normal. Et pareil, c'est du 16 balles par mois pour avoir accès à ce contenu premium. Et s'il y a 1000 personnes qui le prennent, ça fait 16 000 euros. Mais ça, c'est dans mes rêves. Hein. En général, les achats comme ça, vous n'êtes pas 1000 à les faire. Mais voilà. Donc, je referme cette parenthèse. Chronique des Gadia. Ensuite, j'ai oublié de charger une image là. Nouveau calendrier en décembre. Vous étiez nombreux à me le demander et à vous inquiéter de ça. Du coup, je peux mettre ma grosse tête ici. Je vais me mettre par là. Ah non, je vais rester là en bas, en fait, parce qu'il y a le chat. Oui, il y a un calendrier en décembre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, tous les ans, du 1er au 24 décembre, en quotidienne, à 17h sur YouTube et à 7h du matin sur Tellington, même 6h30 du matin sur Tellington, je sors un épisode d'une série audio de Noël qui est généralement une enquête, qui cette année encore va être une enquête, qui se passe dans ce contexte de fête avec de la magie, des grandes problématiques. Et en fait, c'est la même grande saga que je fais depuis 2017 maintenant, si je ne dis pas de bêtises, qui continue d'année en année. Donc c'est un événement, c'est un rendez-vous. C'est le petit chocolat chaud, c'est le rendez-vous avec la communauté pendant le mois de décembre, en quotidienne. C'est une œuvre audio, mais qui est aussi vidéo, puisque quand je la raconte, je suis filmé. Face caméra, je lis un prompteur. Donc voilà, ça aura lieu, comme tous les ans. Je n'ai pas encore commencé à écrire. C'est la saga Doudou, on me dit dans le chat. Et donc, ça sera bien la suite de Triste Blizzard, hein, pour ceux qui se posent la question. L'idée, c'est pas de partir à faire une autre histoire qui n'a rien à voir. Il faut refermer l'arc Triste Blizzard. Et l'idée de cette nouvelle aventure, c'est de refermer Triste Blizzard. Voilà. Donc, et là, en fait, j'avais mis un petit rappel. Vous avez le livre et le poster de la série. C'est dispo sur la boutique si vous voulez vous faire plaisir et avoir la version papier de Triste Blizzard. N'hésitez pas, d'autant que, regardez, vous avez des petites photos de mon pote Geoffrey Bourdin. C'est lui qui a fait les illustrations. Attendez, je vais bouger ma grosse tête. Je vais même me faire disparaître. Non, en fait, je ne veux pas me faire disparaître. Je n'aime pas disparaître. Là, vous avez un peu donc mon ami Geoffrey Bourdin qui a bossé sur l'illustration du bouquin. On voit un peu sa méthodologie de travail. C'est un des rares artistes que je connais qui aime bien encore passer par le papier avant d'aller sur le numérique, sur la tablette, pour repeindre comme il faut le truc et tout. Il a même fait de l'aquarelle, là. Aquarelle ou gouache, j'ai un doute, mais je crois que c'était de l'aquarelle. Donc il a fait un premier crayonné avec du fusain et tout le bordel. Après, il a reproduit de manière un peu plus définie sur du papier. Pareil, gouache, aquarelle. Et après, son truc, il l'a reproduit à l'ordinateur, au clean, pour qu'on puisse ensuite l'imprimer pour en faire les bouquins et les posters. Donc voilà, c'est un mec très talentueux. Je voulais lui faire un petit coup de pouce. N'hésitez pas à aller checker son Insta, c'est Geoffrey Bourdin aussi. Hop. Ensuite, la grosse nouvelle que tout le monde attend. Il y aura, mesdames et messieurs, je vous le dis, il y aura, si on se démerde bien et on fait de notre mieux, pour décembre, vous pourrez, et ce peut-être même dès fin novembre, acheter des figurines Andrew Bennett. Et potentiellement aussi des figurines Lumine spéciales Noël. C'est-à-dire des Lumines, mais dans une nouvelle posture. Voilà. Donc, Majid, que vous voyez là, qui est un peu mon mentor entrepreneurial, qui est aussi le directeur, un des associés fondateurs du studio d'animation In The Box, est en train de tranquillement bosser un petit peu sur le sculpte de Andrew Bennett. Donc, ça sera un buste. Donc, un buste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... T'as pas les bras. C'est possible qu'on les fasse, mais je pense pas qu'on les fera. T'as pas le bras et ça s'arrête à peu près au niveau du nombril, comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des bustes Andrew Bennett. Et à côté, tu auras des lumines. Je sais pas si la lumine, ça sera un buste ou si ça sera une position particulière. On est en train de réfléchir à tout ça. Et l'idée, si ça se passe bien, c'est de lancer une collection. C'est ce que je dis dans ce dernier point-là. Le but, ça sera de lancer une collection avec tous les personnages de l'univers. Si, et seulement si, comme d'habitude, Andrew se vend bien. Parce que si Andrew se vend mal, ça sert à rien qu'on fasse les autres persos. Mais voilà, si on arrive à faire un petit billet sur Andrew, on lance la suite avec du Alias, du Talbor, du Oswald, de la Mamie Rosa, un peu tous les personnages de l'univers. Il y a eu des sondages qui ont déjà été faits dans ce sens. Par contre, tout ça a un prix aussi. Voilà, tout ça a un prix, tout ça a un coût, comme vous le voyez.
Les ventes, voilà, je vous ai dit, ça devrait commencer fin novembre, début décembre pour être à peu près sûr que tout le monde reçoive avant Noël. Et le prix, par contre, ça sera comme avec les Lumines. On sera minimum sur du 169,99 € comme avec les Lumines. Et on réfléchit à peut-être faire des packs où si tu prends et Andrew et Lumine, ça te coûte moins cher que de prendre un coup Andrew puis un coup Lumine, par exemple. Voilà. C'est un billet. On en a bien conscience. Ça reste un objet premium, ça reste de l'objet fait de manière artisanale, puisqu'on fait les impressions 3D nous-mêmes. C'est peint à la main. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font que pour que ça soit intéressant financièrement, on est obligé d'être dans ces tarots-là. Puis ça reste un objet premium. Hein. Ça reste un objet premium. Le but, c'est pas que ce soit un jouet King Jouet à 10 balles. C'est une figurine de collection, quoi, d'un univers qui tient à cœur à beaucoup de gens. Donc voilà. En tout cas, sachez que, de manière certaine, Andrew Bennett est très probablement une nouvelle Lumine aussi pour les fêtes. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous les procurer. Sachant que ça, c'est du work in progress. Voilà, je vous efface le chat vite fait. Là, l'image que vous voyez avec Majid, il n'est pas du tout fini, le Andrew, là. C'est pas du tout la truc définitive. Là, il testait un petit peu des couleurs, des volumes, etc., je précise, hein, parce que sinon les gens après ils disent « Ah mais c'est moche, ça me plaît pas, machin ». C'est pas la version définitive. Vous aurez tous les visuels qu'il vous faut au moment voulu. Voilà. Hop. Donc je lis un peu. Si vous avez des questions sur les slides quand elles passent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, je les lirai en temps réel. Grand et magnifique, incroyable Andrew Bennett, Lumine avec des bois de renne et le nez rouge. Un peu dans le même principe, les démons du God. Non, ça j'avais déjà lu. Quelqu'un veut me commissionner pour 170 € pour une certaine raison. Et après, je pense que, comme l'année dernière, avec les Lumines, il y aura possiblement le paiement en 3 fois, je pense. Pour ceux qui sont un peu... pour ceux qui veulent étaler le paiement, quoi. Hop. Ensuite, petit coup de focus, là, sur un événement. Attendez, j'efface le chat. Un événement communautaire qui est en cours, messieurs, dames. Concours de fan art sur le Discord, les copains. Concours de fan art officiel. Hein. Là, c'est Superflame Studio qui organise. C'est un vrai concours officiel. Il s'appelle Concours Fan Art SSU octobre 2024 sur le Discord. Et le thème, c'est créer un dessin qui invente, en vrai, un dessin ou une œuvre graphique. Voilà, il y en a qui ont fait des trucs dans Minecraft, c'est OK. Il y en a qui veulent faire du montage photo, c'est OK. Faut juste que ça invente ou réinvente un personnage du SSU, entre parenthèses, univers Superflame Studio. Précisez le nom de votre œuvre, ou du personnage, quoi, et son lieu d'origine. Est-ce qu'il vient de la Terre? Est-ce qu'il vient des Gadia? Est-ce qu'il vient d'un truc que vous avez inventé? Revue des participations, donc ça sera en direct sur Twitch, ça sera courant novembre, la date de fin du concours. Donc voilà, vous avez le temps, vous avez encore plusieurs semaines devant vous. Et cette fois-ci, il y aura un jury. Donc, il n'y a pas que moi qui décide. Il y aura un jury composé de Superflame, moi, Majid, dont vous avez vu le magnifique sculpte sur les slides précédentes, qui est directeur de studios d'animation. Il y aura Pascal aussi. Pascal qui a bossé sur les illustrations pour Battle for Agadia. Donc, c'est un vrai illustrateur, c'est même un animateur professionnel. Et on aura Gaël. Lui, il est ingé son. Parce que lui, il connaît bien l'univers. Mine de rien, Gaël. Et je pense qu'il peut avoir un regard justement de quelqu'un qui n'est pas forcément un professionnel des arts graphiques, mais qui connaît l'univers et qui peut dire « Ah, mais ça me parle, c'est sympa ». Voilà un peu le jury. Potentiellement, j'aurai peut-être d'autres gens pour juger les différentes œuvres. Il y aura 3 prix. Donc, il y aura un premier prix, un second prix, un troisième prix. Là, une grosse surprise pour le gagnant. Pour les gagnants, d'ailleurs. J'en ai pas plus. Bien sûr, les surprises, elles sont décroissantes. Hein, le premier prix, il a un truc de ouf. Le deuxième prix, il a un truc sympa. Le troisième prix, il a un truc un peu moins sympa. Mais c'est quand même cool, dans l'idée. Ça se passe sur le Discord. Il y a le lien dans la description de la vidéo et dans le chat du Discord, dans le chat du Twitch. Donc franchement, n'hésitez pas à participer. C'est cool. Il y a déjà pas mal de participation. Très joli. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait une lumine dans Minecraft, en bloc Minecraft, en mesurant la figurine lumine qu'il a lui, en disant « Ok, 1 mm égale 1 bloc Minecraft ». Il y a du boulot derrière. Hop. Donc voilà, allez sur le Discord. Ensuite, en deuxième événement, les Awards du SSU. Donc cette fois-ci, là, on parle d'un événement
qui est communautaire. Donc, c'est-à-dire, c'est pas moi qui le gère. C'est géré par la commu. En l'occurrence, c'est géré par l'Omnicorp, l'Omniscient et Amasia. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Les awards du SSU, c'est un genre de cérémonie des Oscars ou des Césars, si vous voulez, mais qui sert à récompenser les œuvres de l'univers, et pas que d'ailleurs, qui sert à récompenser les trucs qui sont sur Tellington, que ce soit mes œuvres ou les œuvres d'autres artistes d'ailleurs. On peut avoir du Tom Dervin, par exemple, dans les gagnants. On peut avoir du Gauthier aussi dans les gagnants sans problème. Et il y a différentes catégories. Meilleur personnage secondaire, meilleure créature magique, meilleur animal de compagnie, etc. Vous pouvez voter sur les différentes catégories. Et à la fin, donc le 30 novembre, en direct sur YouTube, vous avez une présentation des résultats des sondages, comme si c'était les Oscars, avec des petits effets, des trucs sympas et tout, dans les différentes catégories. Chaque œuvre sélectionnée peut tenter de gagner un prix. Donc c'est vraiment un événement communautaire qui est super sympa. J'avais regardé celui de l'année dernière avec beaucoup d'intérêt. On a l'organisateur dans le chat. L'Omni, si tu dis pas de bêtises, cette année, vous vous filmez pour de vrai. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? Vous serez face cam, non? Que je dise pas de bêtises. Ou vous aurez encore des petits chibis qui parlent pour l'événement. Donc voilà, grosse cérémonie pour... C'est ça, on sera en face cam. Voilà. Donc j'ai confirmation. Donc ça sera à suivre donc pas sur les chaînes officielles, mais je repartagerai l'événement. Ça sera à suivre sur la chaîne de l'Omnicorp. Les awards du SSU, let's go sur le Discord si vous voulez voter. En fait, il y a des Google Forms qui vous permettent de voter pour telle ou telle œuvre, etc. Plus il y a de votants, plus c'est rigolo. Là, il me semble qu'il y a déjà quelques dizaines de participations. Hop! Et on passe maintenant au gros sujet. Attendez, je vais me cacher un peu l'illustration. Voilà, je vais cacher plutôt le logo de Godot. J'ai repris le développement de Battle for Agadia pour diverses raisons. La première, c'est que ça faisait des années qu'on tournait en rond sur le projet et qu'on n'arrivait à rien de concluant. La deuxième, c'est parce que ça me permet de me changer les idées, de faire autre chose que gérer la boîte, écrire, raconter des histoires. La programmation, mine de rien, c'est très structurant. Et moi, comme je vous le disais, j'ai un background de développeur. Et je me suis dit, vas-y, je vais développer moi-même le jeu from scratch à partir de choses qui existaient déjà, mais j'ai vraiment repris de zéro. Donc, on a eu plusieurs versions de code serveur par Kevin. On a eu plusieurs versions de début de client de jeu sur Unity. Et même au tout début, c'était en JavaScript via la librairie PixieJS. Ce que vous avez pu voir dans les premiers teasers à l'époque du crowdfunding, c'était fait sur PixieJS. Puis on a basculé sur des trucs en Unity qui étaient hyper moches et qu'on ne voulait pas montrer tellement c'était moche. Et là, on a dit, vas-y, fuck it. Et en fait, l'électrochoc, ça a aussi été le départ de Kevin. J'ai dit, de toute façon, la version Unity, là, elle est abandonnée. Je n'ai pas les compétences, moi, pour reprendre une version Unity. Par contre, j'étais en train de regarder depuis un moment des vidéos sur un moteur de jeu qui s'appelle Godot. Donc, vous voyez le petit logo juste au-dessus de moi, Godot Engine, qui est beaucoup plus facile à prendre en main et qui est open source. Donc, il n'y a pas tous les délires de drama qu'il y a eu avec Unity ou qu'il pourrait y avoir avec Unreal. C'est-à-dire que quand tu développes un jeu avec Godot, tu dois rien à Godot. Tu fais ce que tu veux, c'est ton jeu. Là où avec Unity, il y a des cas de figure où tu dois de l'argent à Unity quand tu fais un jeu avec leur système, mais ça, je ne voulais pas. Et pour un petit peu les geekos, du coup, le serveur, je le développe en Node.js et le client et le serveur dialoguent entre eux deux via des WebSockets. Pour le design d'interface, c'est aussi moi qui le fais, parce que moi, j'avais fait le design d'interface, vous le savez, peut-être pas d'ailleurs. C'est moi qui ai fait les interfaces de Tellington, les dernières versions, parce que les premières versions, c'était Bastille, et toute la version PC, c'était moi aussi qui avais fait le design. Et du coup, j'aime bien faire des maquettes d'interface. Donc voilà, j'utilise Figma pour faire les interfaces. Voilà, c'est des petites infos pour les geekos. Je sais qu'il y a des devs dans la commune, qu'il y a beaucoup de devs, donc voilà le petit point là-dessus. Je vous partage quelques petites images. Je vais me faire disparaître temporairement pour que vous puissiez un petit peu voir. J'ai passé. Excusez-moi. Battle for Agadia, c'est un jeu en 2D isométrique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, isométrique, je vais essayer d'expliquer. Isométrique, c'est justement cette espèce de forme. Attendez, je vais me faire apparaître ici plutôt. C'est l'espèce de vue comme ça. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent ça, parce que c'est ce qui permettait, avant qu'on soit capable de faire de la bonne 3D, d'avoir un semblant de 3D, mais avec de la 2D. En fait, c'est que tu n'as pas de ligne de fuite, tu n'as pas de perspective, à proprement parler, en isométrique. Et du coup, tu as l'impression de voir les choses du dessus, comme si tu étais un genre de dieu.
Et ça, c'est utilisé dans énormément de jeux. En jeux extrêmement connus, typiquement en français, tu as Dofus, Wakfu, etc. Mais tu as aussi plein d'autres jeux qui sont vachement connus. On a eu Diablo, les premiers Diablo étaient faits comme ça, en 2D isométrique. Il y a eu des vieux Final Fantasy qui ont été faits en isométrique. Plein de jeux. Parce que c'est l'ancêtre de la 3D, l'isométrique, vraiment. Et du coup, ça permet, quand tu fais un jeu de cartes, un jeu de plateau, d'avoir une vue d'ensemble et c'est assez pratique. Et ça nous évitait de faire les personnages en 3D, parce que rien que les faire en 2D, ça coûtait la peau du cul, mais les faire en 3D, c'était encore plus cher. Et on n'avait pas de budget. J'ai cramé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour fabriquer les graphismes. Donc laissez-moi vous dire que pour l'instant, je lève un peu le pied, parce que le jeu n'a toujours pas rapporté un seul centime. Donc voilà, un petit peu. Donc, c'est un jeu en 2D isométrique où deux joueurs s'affrontent en utilisant des personnages de l'univers Super Frame Studio en utilisant des cartes. Alors ça, c'est le pitch de base. Avec mon pote Julien, alias le lieutenant Fonk, on est en train d'itérer sur le gameplay. Je vous montrerai des trucs après. Pour savoir justement, concrètement, c'est quoi vraiment le but du jeu. Et là, en l'occurrence, on a décidé, et c'était une idée qu'avait eu Kevin d'ailleurs à l'époque, que le but, c'est pas juste de tuer ton adversaire, c'est de tuer l'artefact de ton adversaire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que genre, par exemple, là, derrière Lindsay Lockhart et derrière Talbot, ils ont chacun un artefact à défendre, et si tu pétas l'artefact de ton adversaire, t'as gagné. Voilà, un peu la mécanique de base. Ce qui fait que tu as soit un gameplay défensif, donc le but, c'est de pas se faire péter son artefact, soit tu as un gameplay agressif, et là, tu vas essayer d'aller péter l'artefact de l'autre. Des réseaux, ouais, il y a un peu du gloire à l'open source. Excusez-moi, il y a du geekos dans le chat. Bute le jeu, détruire le Nexus. C'est un peu ça. Mais il y a des subtilités qu'on est en train d'explorer avec le lieutenant Fonk, avec Julien. C'est que par exemple, tu attribues à un personnage au début de la partie une clé, et l'artefact, c'est une porte. Et tu es obligé de buter le perso qui a la clé pour pouvoir récupérer la porte. Et du coup, ça rajoute des mécaniques assez stylées. Donc ça va être un jeu au tour par tour, comme beaucoup de jeux de cartes. C'est assez rare qu'un jeu de cartes, ça soit du temps réel. Il y aura du PVP et du PVE. Alors ça, c'est même pas un choix comme ça, artistique ou quoi. C'est juste que si on fait que du PVP, il n'y aura pas assez de joueurs pour que ça le fasse. Mettons, vous êtes 1000 à jouer au jeu, vous ne serez pas 1000 à jouer tous les soirs. Du coup, si tu veux trouver une game et que c'est que du PVP, c'est trop compliqué. Donc l'idée, c'est de proposer de se battre contre des IA qui pourraient être des versions diaboliques des différents personnages. Dans le futur, si le jeu marche bien, typiquement, les IA, ça serait les grands adversaires du SSU, genre tes persos versus le Yundra, tes persos versus Railway, tes persos versus Richard Rockwell, tes persos versus Boglov, etc. Voilà, l'idée, c'est de proposer une myriade de trucs. Il y aura du deck building. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'en gros, tu vas pouvoir gagner des cartes à chaque fois que tu fais des parties et te créer un set de cartes que tu vas utiliser en jeu de ton côté. Donc, tu vas vraiment pouvoir avoir une flexibilité et une dynamique de jeu que tu te choisis en composant ton deck, en choisissant quelle carte tu joues. Par exemple, un deck de base, c'est 3 personnages qui ont chacun 10 cartes. En gros, par exemple. Et en fait, le fait d'avoir une carte personnage dans ton jeu, ça te permet d'invoquer le personnage, en l'occurrence, sur le terrain. Je suis pour l'instant concentré sur le développement du moteur. Donc, en gros, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que je n'ai pas codé le jeu à proprement parler. J'ai codé ce qui permet de créer le jeu. C'est-à-dire un moteur de jeu de cartes. Ce qui permet d'invoquer des entités, déplacer des entités sur le terrain, ce qui permet de créer des cartes qui font tout et n'importe quoi, des cartes qui permettent d'empoisonner, de faire des dégâts magiques, des dégâts physiques. En termes de tout ce qui concerne les dégâts, je me suis un peu inspiré de League of Legends. C'est soit tu as des dégâts physiques, soit tu as des dégâts magiques, soit tu as de l'armure physique, soit tu as de l'armure magique. Ce qui permet justement de faire la distinction entre les persos de l'univers qui maîtrisent plutôt la magie et les persos de l'univers qui font des dégâts physiques, quoi. Et je trouve ça assez intéressant comme mécanique. On a pensé à plein de trucs de ouf avec Julien, je vous en parlerai un peu plus tard. Ça va être très drôle à jouer et le but, c'est que ce soit drôle à jouer. Et bien sûr, comme dans beaucoup de jeux de cartes, tu auras des cartes qui sont liées au fait que c'est un jeu de cartes, c'est-à-dire par exemple des cartes qui permettent de piocher, des cartes qui te permettent de voler des cartes à ton adversaire,
des cartes qui te permettent de changer complètement ta main. Voilà, plein de dynamiques pour 2 jeux de cartes, pour que ça soit fun. Le but, c'est que ça soit un jeu qui est facile à prendre en main. Donc, tu fais une game, tu comprends direct comment on joue et tu t'amuses. C'est que ça soit fun, c'est que ça soit des parties pas trop longues. Et c'est surtout qu'il y ait une shit tonne de lore parce que on fera jamais un triple A. On va essayer de faire un truc le plus joli possible. Mais mon but, c'est surtout que les fans se régalent. C'est-à-dire que les personnages, ils auront des répliques de l'univers, etc. Et genre, par exemple, si tu tapes Talbor, il fera des répliques de Talbor. Andrew, quand il attaque, il fera des répliques d'Andrew. Et les gameplays des personnages vont être liés à leur lore dans l'univers. Typiquement, Andrew, c'est un propriétaire de porte, donc son gameplay est vachement basé sur tout ce qui est téléportation. Andrew, il se téléporte, il peut changer de place avec un adversaire ou avec un allié. Et vu qu'Andrew, c'est un peu un personnage qui est toujours là pour ses amis, pour qui l'amitié est importante, typiquement, c'est un perso support. Donc, il va avoir du heal, il va avoir des boosts pour ses coéquipiers, etc. On a Boglov, qui est un grand méchant. Boglov, il a que des compétences de gros bâtard. Boglov, il a des compétences qui sont utiles que à lui, qui sont pas utiles aux autres, etc. Et il y a plein d'idées comme ça. Et un peu comme dans LoL, on a voulu que chaque personnage ait un ulti, au moins un ulti. C'est-à-dire que l'ulti, c'est quoi? C'est une carte qui coûte 10 points pour être jouée, donc que tu peux pas jouer au premier tour, et qui est pété. Et chaque personnage a un ulti qui est raccord avec son lore, et qui est aussi jouissif à lancer. Genre, Andrew, son ulti, c'est il invoque une porte, et la porte, elle prend des dégâts à la place de toute l'équipe, tant qu'elle n'est pas détruite. L'ulti de Boglov, c'est il one-shot une personne, par contre, il doit être juste à côté d'elle. Et s'il la one-shot, il peut créer une version maléfique de ce personnage qu'il contrôle lui. Et il y a plein de des idées de gameplay qu'on a eues comme ça. Rico, son gameplay, par exemple, ça va pouvoir être un gameplay basé sur le fait d'aller récupérer des graines qui apparaissent sur la map. Et Rico gagne des compétences à mesure qu'il récupère des graines, etc. Tu t'es intéressé à Legend of Runeterra, le jeu de cartes de Runeterra? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'y ai déjà joué vite fait, mais c'est pas une de mes inspi. Moi, le jeu de cartes auquel j'ai le plus joué, c'était Hearthstone. Je me suis pas mal intéressé à Slay the Spire, je crois que c'est le nom. Et une grosse partie du gameplay, il y a pas mal d'idées qui venaient de Kevin, qui est lui-même aussi un énorme joueur de cartes. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les personnages. Au niveau des personnages, pour l'instant, ceux qui ont été fabriqués par les artistes, on a Lindsay Lockard, Lumine, Mami Rosa, Talbor, Talion, Andrew Bennett, Nicolas Boglov et Rico. Donc ça va être les personnages jouables dans Battle for Gadia V1. Et peut-être qu'il n'y aura qu'une V1. Si le jeu ne marche pas, ça s'arrêtera à V1. Voilà. Et s'il marche, et j'espère qu'il marchera, tu auras de plus en plus de persos de l'univers. Tu pourras peut-être même jouer Railway, etc. Et un peu comme dans LoL, je trouve ça intéressant que soit les persos soient tournants, c'est-à-dire une semaine, c'est Lindsay Lockard, Lumine et Mami Rosa qui sont gratuits, et la semaine d'après, c'est d'autres persos. Soit, quand tu arrives pour la première fois dans le jeu, tu as que Andrew, Rico et Talion, par exemple, et les autres persos, va falloir les débloquer. Pour débloquer des persos, comme dans LoL, c'est soit tu joues beaucoup et tu utilises la monnaie du jeu, soit tu payes avec des euros, ce qui permet de faire gagner de l'argent à l'entreprise et de pouvoir investir plus d'argent dans le jeu. Et il y a aussi l'idée de rajouter des petites mécaniques payantes, mais qui ne sont pas des pay to win. Je veux absolument pas que tu sois avantagé parce que tu payes. C'est juste que si tu payes, t'as plus vite des trucs qu'un joueur normal qui doit prendre le temps de farmer les trucs, quoi. Il y aura bien sûr des cosmétiques et des conneries comme ça, mais c'est pas pour tout de suite les cosmétiques. Et aussi, les nouveaux persos sortiront, il fera les buffs pour que les autres joueurs s'intéressent aux nouveaux persos. Oui, mais ça, là, tu pousses la discussion déjà un peu loin, Lord. Je sais pas si je peux afficher le chat. Oui, ça masque pas trop. Mais oui, tout sera fait pour donner envie de jouer au perso, quoi. Et surtout, il y a un gros travail avec mon pote Julien, qui est un joueur de jeux de cartes, mais depuis 30 ans. Tu vois, le mec, il joue à Magic depuis 30 ans.
Il a bouffé Hearthstone, il a bouffé des jeux de cartes obscurs, il a bouffé du Pokémon, tout ce que tu veux, il y a joué. Et du coup, il connaît tout ce qui marche et surtout tout ce qui marche pas. Et du coup, là, on s'est déjà fait 1 ou 2 petites réunions avec lui. Et c'est lui qui m'a donné des grosses idées de gameplay super sympas, quoi. Et surtout des idées d'équilibrage pour que le jeu soit pas déséquilibré. Faut que ça soit et fun et relativement équilibré. Après, ce qui est cool, c'est que vu que c'est un système de jeu progressif, c'est-à-dire les cartes fortes, elles arrivent en fin de partie parce qu'elles coûtent cher. Et les cartes faibles, elles sont en début de partie. Rien que ça équilibre un peu le jeu. Tu pourras pas te mettre une carte pétée et pouvoir la jouer T1, par exemple. Voilà. Ensuite, là, je voulais vous partager un petit peu des illustrations, un petit peu des visuels qui ont été faits par les artistes qui ont bossé sur le projet. Donc, les illustrations, elles ont été faites par les gens de chez In The Box, c'est le studio d'animation de Majid. Et en l'occurrence, c'était mes potes Pascal et John Thomas qui étaient chargés de faire les illus. Pascal, c'est un des... et peut-être John Thomas aussi, il faudra que je lui en parle. C'est un des jurys du concours de dessin, de fan art qui est sur le Discord, donc n'hésitez pas à participer. Donc là, on a un magnifique visuel de Talbot. On voit un petit peu toutes les recherches. Ils ont bossé sur le logiciel Flash, parce que eux, de base, ils travaillent dans le milieu du dessin animé. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Flash, tu peux faire des exports de sprite sheet. C'est ce qu'on utilise dans les jeux vidéo. Je vous montrerai après une sprite sheet. Donc là, on voit du travail un peu sur Andrew Bennett, qui est un peu le personnage principal de l'univers. Il y a eu pas mal d'allers et retours pour faire un Andrew qui est à la fois touchant, juvénile, mais pas trop. Et on a trouvé une recette qui marche pas trop mal, je trouve. Surtout au niveau de la posture, au niveau des fringues. Bon, ça, les fringues, c'était déjà défini dans le lore depuis un moment. La grande veste marron, le veston vert, la cravate, les lunettes. Voilà, c'est Andrew Bennett, qui est un petit peu inspiré de moi dans mes belles années. Et du coup, on a mon pote, là, vous voyez, ça c'est John Thomas qui est en train de bosser sur l'ILU. Et en même temps, il était en train d'écouter Pic au vent, puisque les deux se sont mis à bouffer les séries audio sur Tellington, déjà pour s'imprégner un peu de la personnalité des personnages, et aussi tout simplement pour découvrir l'univers sur lequel ils étaient en train de travailler, quoi. Donc c'était super cool de les croiser et en train de dessiner et en train de dire « Ah ouais, je suis à l'épisode 20, trop bien !» Voilà. Et du coup, là, on voit, ça c'est la main de Pascal qui est en train de faire... Alors, elle est où ma souris ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. La main de Pascal qui, là, était en train de tester son animation de Andrew Bennett. On voit que là, il avait fait 2 faces et que là, en fait, il faisait un petit miroir pour pouvoir la dessiner au mieux de dos. Voilà. Et du coup, en fait, une fois que les animations des personnages sont faites dans Flash, on peut sortir ça. C'est une sprite sheet. Et en fait, c'est quoi ? C'est toutes les images de l'animation que moi, je demande au moteur de jeu de faire défiler à une certaine allure. Et ça crée les animations, en fait. C'est plein d'images fixes qui bougent très vite, qui s'enchaînent les unes après les autres. Et ça donne des cycles d'animation. Et là, on voit qu'on a une jolie lumine qui est d'ailleurs la lumine qu'il y a dans les alertes, parce qu'elle est trop mignonne, quoi. Elle n'est pas genre choupi de ouf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, je voulais vous montrer les artworks, donc là, avec tous les personnages. Je vais me faire disparaître, parce qu'il y a un boulot de dingue là-dessus. Pour créer de la personnalité, un style qui a bien un univers. En termes de référence, moi, j'ai demandé à ce que ça ressemble un petit peu à du Avatar, qui est vraiment ma ref. C'est à la fois un comic book et surtout, c'est un dessin animé que je trouve super intéressant dans la patte graphique avec des couleurs assez plates et des traits géométriques relativement bien définis. Donc ça donnait quelque chose d'assez joli, assez kawaii sur les différents persos, tout en gardant une forme de sérieux. Parce que l'univers, c'est aussi ça. L'univers Super Flame Studio, c'est une toile de fond très sombre, des enjeux très graves, mais des persos presque parfois trop burlesques par rapport à l'enjeu. Vous voyez ? Et je voulais que ça puisse transparaître. Là, on voit que Talion, il est sérieux sa mère. Hein. Et je suis trop content d'avoir trouvé des personnalités, des visages, des vêtements, des tenues, des comportements aux différents personnages. Parce que certes, il y en avait qui étaient déjà définis depuis de nombreuses années. Andrew, ça fait des années qu'on sait qu'il ressemble à ça. Mais par exemple, Talion n'a jamais été vraiment dessiné, illustré concrètement. Il y avait eu bien sûr l'illustration faite pour la série audio Talion l'exilé, mais pousser autant le trait, la définition du personnage, ce regard un peu
un peu psychopathe, sérieux, etc. Ce grand front très dégarni qui est presque malaisant. Le côté, le flingue qui pend et tout. Talion sérieux avec sa lumine, c'est ça. Voilà, Talbor aussi, c'était galère de faire un taurin parce qu'il fallait pas trop faire créature non plus. Fallait pas trop l'humaniser, sinon ça aurait été ridicule. Donc c'était du boulot, quoi. C'était du boulot. Et là, on voit Lindsay Lockard, et là, on a son crapaud majordome qui s'appelle Winston, qu'on découvrira dans la série audio le jour où je pourrai l'enregistrer. J'en ai déjà écrit 1 ou 2 épisodes. Voilà. Donc, c'est des beaux personnages. On a Mamie Rosa, Andramège Rosa, la grande matriarche du clan des Plaines du Nord, qui est la star de la question des Plaines, hein, une des stars de la question des Plaines, qui est un des persos jouables sur son gros bison, qui s'appelle Tanouk. Voilà, et Nicolas Boglov, le diable russe, si je puis dire, qui va vraiment avoir un gameplay super intéressant dans le jeu. Hop. Un petit work in progress en image, hein, avec mon Boglov là, qui m'honore de son flingue. Donc voilà, comme je vous le disais, pour s'en créer le moteur du jeu, j'ai la gestion du terrain, j'ai le système de cartes, j'ai le pathfinding. Le pathfinding, c'est trouver les chemins pour se déplacer de case en case en évitant les obstacles. S'il y a déjà un perso sur une case, tu vas pas traverser cette case. Donc ça, c'est des trucs qui se codent. C'est un peu chiant à faire, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Ceux qui s'y connaissent un peu en dev, on utilise un algorithme qui s'appelle Astar pour ça. Système de ciblage. Donc en gros, quand tu prends une carte, tu peux la jouer sur un personnage ou sur une case ou autre, parce qu'il va y avoir pas mal de cases qui sont basées sur le fait d'invoquer des trucs. Typiquement, le gameplay de Rosa, de Andramège Rosa, c'est un gameplay où elle invoque des totems, et les totems, en début de tour, ils buffent les gens qui sont dans une zone. Parce que, voilà, magie de la nature, des plantes, du poison, des trucs comme du soin, etc. Lindsay, corps à corps, épéiste pur. Donc, de très gros dégâts de près. Talbor, gameplay de tank. Typiquement, c'est un gros tank, Talbor. Gameplay d'armure. Justement, je vous ai dit, hein, c'est un jeu dans lequel il y a de l'armure qui se gère. Donc, voilà, c'est ça. Tu le vois bien en mode bouclier, Pralinou. Figure-toi que Talbor, si tu veux jouer full bouclier, c'est le perso qu'il te faut. Il est conçu pour être très dur à buter, mais par contre, il est lent, peu mobile, il attaque pas de loin. Donc, sauf s'il charge. L'idée, c'est de compenser. Déjà, on pense à l'équilibrage, c'est de compenser le fait que tu as des persos qui sont peu mobiles, mais du coup, on compense ça par le fait qu'ils ont des téléportations ou qu'ils peuvent charger, donc c'est-à-dire foncer en ligne droite jusqu'à un personnage. Voilà. Donc là, je pourrais vous montrer un petit bout de vidéo, mais avant ça, on va finir le diaporama et après, je vous montrerai des bouts de vidéo. Hop, là, je me refais disparaître vite fait. Donc, ce qui reste à faire, donc il y a toute la partie interface. Il faut faire une refonte de ce qui existe parce que pour l'instant, c'est moche. Ça servait juste à voir si le jeu il est jouable. Maintenant que je vois que ça commence à être jouable, je peux commencer à rendre beau des trucs qui étaient moches. Typiquement, là, j'ai commencé à retaper les cartes qui passent de ces vieux trucs tout plats à ces jolis trucs avec des dorures, etc. Pareil, tu vois, les panneaux de personnages qui étaient un peu bateaux, ça va devenir des trucs un peu plus concrets comme ça, peut-être. Donc, les interfaces en refonte. Création de tout ce qui est hors partie. Parce que là, en fait, vu que fondamentalement, ce qu'on code, c'est un jeu vidéo, le début... Oh, pardon, attendez. Hop. Le début, bien entendu, quand tu fais un jeu vidéo, c'est de coder le jeu à proprement parler. Donc, pour l'instant, on se concentre que sur le moteur de jeu, le déroulement d'une partie, le fait que les parties sont fun, sont équilibrées, etc. Et une fois qu'on a validé ça, là, je pourrais créer les autres interfaces. Les menus de gestion du son, les menus pour faire ses collections, ses machins, ses bidules, se connecter et tout. Pour l'instant, en gros, là, tu lances le client, tu lances une game. Hein. Sauf que c'est pas le comportement qui est attendu d'un jeu vidéo. Il faut que tu aies quand même des menus intermédiaires où tu peux créer des parties, voir les cartes qui existent, etc. Bienvenue sur mon Figma de l'enfer. C'est un peu ça. C'est où, tu l'as vu où? Ah oui, là, je suis trop con. Mais Figma de l'enfer, parce que moi, je suis un mec un peu dispersé, je suis pas hyper organisé quand je crée des trucs. Du coup, le Figma, t'as un bout d'interface là, un autre bout là, mais à la fin, ça fait un truc cohérent, quoi. Voilà, donc création de tout ce qui est en dehors d'une partie. Donc ça, c'est un des derniers trucs qui sera fait, parce que la priorité absolue, c'est faire des parties et que les parties, elles soient cool, en fait, à jouer, à gérer, etc.
Création de tout ce qui est FX, donc particules, animations, etc. Pour l'instant, il y a juste les animations de personnages. Donc, quand ils marchent, ils ont une animation de marche. Et quand ils lancent un sort, ils ont une animation de ils lancent un sort. Mais tout le reste, ça n'existe pas. Donc ça, il faudra le créer. Tu vois, si tu lances une boule de feu, ça serait quand même bien que tu vois qu'il y a une boule de feu. Ça, c'est des particules. La partie SFX, donc design sonore du jeu, j'ai commencé à mettre des bouts de son à droite à gauche juste pour vérifier que ça marchait. Mais on est encore très loin d'avoir un résultat qui est exploitable et convaincant. Mise en place d'un vrai gameplay fun à jouer avec les sets de cartes par défaut qui sont en train d'être créés. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, jusqu'à présent, j'avais juste des cartes utilitaires pour vérifier que ça marche. Est-ce que j'ai une carte qui téléporte ? Ouais. Est-ce que j'ai une carte qui fait une boule de feu ? Oui. Est-ce que j'ai une carte qui met un bouclier ? Oui. Est-ce que j'ai une carte qui empoisonne pendant 2 tours ? Oui. Est-ce que j'ai une carte qui fait piocher une carte ? Oui. Donc ça, voilà, c'était des trucs que je voulais valider. Maintenant, les vraies cartes des vrais persos, avec leur nom, leur description, leurs effets, ça reste à faire, concrètement. Et après, bien sûr, il y aura tout l'aspect deck building qu'il y a qu'à mettre en place. Parce que là, pour l'instant, tel que j'ai codé le truc, c'est juste, tu as toutes les cartes par défaut et tu te démerdes. Là, l'idée, ça sera de permettre aux gens de pouvoir se créer leur propre deck. Parce que, comme je vous le disais, en fin de partie, l'idée, c'est que tu gagnes des cartes pour ajouter à ta collection. L'autre truc que tu gagnes, c'est de l'XP, etc., qui te déverrouille la possibilité de gagner encore plus de cartes. Enfin, voilà, il y a plein d'idées comme ça, qui sont en fait des trucs basiques dans les jeux de cartes. Et d'ailleurs, les cartes, il y aura la possibilité aussi d'acheter des boosters, donc des paquets de cartes à ouvrir. Et pareil, comme dans beaucoup de jeux du genre, soit tu les déverrouilles avec de la monnaie que tu achètes avec des euros, soit tu les déverrouilles avec la monnaie que tu as à force de jouer. L'idée étant d'inciter un peu les gens quand même à dépenser de l'argent dans le jeu, sinon on s'en sort pas. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, voilà, on est quasiment sur la fin. Et voilà, je vous en parlais, la question du modèle économique, elle se pose, hein. Pour que BFA ne soit pas une perte sèche pour Superfab Studio, on doit trouver un moyen de faire en sorte qu'il rapporte de l'argent sans frustrer les joueurs, bien évidemment, ou avantager ceux qui paient, parce qu'il n'y a pas plus relou dans un jeu vidéo. Le but, c'est pas de dire le mec, il a lâché 1000 balles dans le jeu, il est increvable, il est trop fort. C'est complètement con, on ne veut surtout pas arriver à ça. Par contre, l'idée, c'est de dire, si tu as dépensé de l'argent, tu t'es mis bien parce que tu as les skins trop jolis, tu as pourquoi pas un terrain de combat que tu peux acheter, comme dans TFT, qui est super cool, etc. etc. Voilà, c'est tous les trucs qui sont en réflexion, c'est qu'est-ce qui peut donner envie aux gens de dépenser de l'argent dans le jeu sans que ça les avantage trop, sans que ça les avantage tout court d'ailleurs, par rapport à des joueurs qui ne dépensent pas d'argent dans le jeu. Voilà. Donc, les pistes de réflexion, je vous en ai déjà parlé. Une boutique intégrée dans le jeu, double monnaie, comme dans League of Legends, et comme dans beaucoup de jeux en fait. La monnaie que tu gagnes à force de jouer, donc au bout de 200 parties, tu peux t'acheter un truc qu'un mec se serait acheté mais en dépensant 20 €, par exemple. C'est des idées, hein, c'est pas les prix définitifs, il y a rien que je balance comme ça. Système de skins. Il y a moyen d'avoir ces skins, même si on n'a pas donné pour la campagne à l'époque, du coup. Ces skins, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Mais dans tous les cas, ce qui touchait à la campagne, notamment en termes de récompenses, je pense qu'on devra les modifier. Parce qu'il y a des trucs qui collent plus trop avec ce qui a été promis à l'époque. L'idée, c'est d'avoir un équivalent de ce qui avait été promis en contrepartie aux gens, pour pas qu'ils soient lésés. Donc oui, ceux qui ont participé au crowdfunding, déjà, 1, auront le jeu 100% gratuitement, ça c'est sûr. 2, auront des avantages par rapport à ceux qui ne l'ont pas acheté. Mais on pourrait imaginer, c'est en réflexion, de dire, en fait, tu as participé au crowdfunding, on va te donner une certaine somme de la monnaie payante du jeu gratuitement, et en fait, tu pourras faire ton petit shopping dans la boutique et t'acheter plein de conneries, typiquement. Plutôt que faire des récompenses extrêmement précises, etc. Parce qu'en vrai, on va pas y arriver. Et je me dis, comme ça, les gens, ils sont pas lésés, ils ont participé, c'est juste que leur récompense a été transformée en monnaie virtuelle dans le jeu, et après, ils la dépenseront comme ils voudront, quoi. Je pense que ça sera, à mon sens, le plus simple que de chercher à tenir des promesses qui ne sont pas tenables en l'état. Donc, comme je disais, une des pistes à laquelle on réfléchit pour gagner un peu de sous-sous avec, c'est que le jeu ne soit pas gratuit, c'est-à-dire gratuit pour les gens du Ulule, mais payant comme n'importe quel jeu Steam une certaine somme. Alors, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 20, j'en sais rien. Je ne suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, pour jouer, tu dois quand même lâcher un petit billet. Comme ça, nous, ça nous finance les serveurs, déjà, parce que du coup, vu que c'est un jeu en ligne, il y a des serveurs à payer.
Parce que du coup, c'est un coût fixe. Hein, les serveurs, tous les mois, ça va coûter de l'argent de faire tourner les serveurs du jeu. Et surtout, si ça marche, et je souhaite que ça marche, parce que ça me permet de déployer l'univers, si ça marche, on pourra dire, tous les X 1000 euros, on peut créer un nouveau perso. Et les cartes qui vont avec. Mais c'est du taf. Et j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas. Voilà. Donc, peut-être le jeu payant, ce du Ulule, ça sera gratuit quoi qu'il arrive. Paniquez pas. Ouais, j'ai donné de l'argent. Oui, tu as donné de l'argent. Tu as le jeu gratos. Et tu auras des avantages dans le jeu. Tu auras de la monnaie virtuelle, etc. pour compenser tout et n'importe quoi. Et la boutique, avec les skins, etc. Et le système de personnages achetables, qui me paraît être une bonne piste. Je ne voulais pas trop participer à l'école. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Mais voilà, pour résumer dans les grandes lignes un peu nos différentes pistes. Et là, je crois qu'on est sur la fin du diaporama. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Mais avant de couper le live, je vais pouvoir vous montrer une petite vidéo ou deux. Parce que j'ai filmé un petit bout du jeu. Alors, donc ça, je commence juste par... Ah tiens, c'est marrant ça. Ça n'ouvre qu'une à la fois. Donc je commence par, mesdames et messieurs, Dodo, le lieutenant Fonk qui teste une partie. Donc c'est un petit bout de jeu. Il teste le gameplay vite fait. Là, il va téléporter son Talbor. C'est une charge, hein, basiquement. Pam, et Talbor a fini là. Voilà. Donc encore une fois, faites pas gaffe à l'esthétique. Et ensuite, genre un autre bout de truc que je voulais vous montrer. Mais apparemment, il me l'a pas... Si, c'est ça. C'est cette vidéo. Hop, excusez-moi. Donc, désolé pour les oreilles. Donc là, ça, c'est moi qui lançais une petite partie dans mon moteur. Je vous remets depuis le début. Donc là, vous voyez, hein, vous avez toute l'interface de Godot. Attendez, je coupe un peu. Voilà, toute l'interface de Godot. Donc vous voyez, le langage utilisé, c'est ce qu'on appelle du GDScript. Ça ressemble un peu à du Python pour ceux qui s'y connaissent. Et là, vous avez des lignes et des lignes et des lignes de code. Il y en a des milliers. Juste pour pouvoir faire ce que vous allez voir là. Et là, très rigolo, vous voyez les données clients et serveurs qui sont échangées. Je les affiche dans la console parce que à côté, vous voyez, j'ai mon petit Visual Studio Code. Parce qu'en fait, dans Godot, ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur IDE intégré dans Godot. Donc, je code le client directement dans Godot. Et le serveur, je le code en parallèle. En fait, je co-construis et le client et le serveur en même temps. Et le serveur, lui, je le code en Node.js dans Visual Studio. Le jeu payant, mais à faible valeur, du coup, genre pas 25 euros. C'est une option, ouais, Lord. C'est une option. Je pense 10 euros, ça pourrait être envisageable. Moins de 10 euros, à moins de faire du volume, c'est chaud. Ça sera à réfléchir. Voilà, donc je vous laisse regarder un tout petit bout de partie. Espérons que ça plante pas. Attention les oreilles. Alors pour l'instant, il y a certains sorts qui marchent pas du tout, ou certains skins qui n'existent pas, et quand un skin n'existe pas, je mets une lumine en fait. Donc là typiquement, elle n'a pas invoqué une lumine, en vrai elle a invoqué un totem, mais le totem a un skin de lumine. C'est possible qu'il y ait des événements type Halloween, Noël, etc. Oui, encore une fois, après, tout est conditionné au fait que le jeu marche ou pas. Ça sert à rien que je vous annonce le super événement d'Halloween si le jeu, il n'y a que 10 joueurs, quoi. Attendez. Voilà. Juste, je voulais vous remontrer un truc. Vous allez voir à un moment, il y a Talbor, il a une petite épée au-dessus de la tête. J'essaie de retrouver la séquence. Normalement, on va voir quand je vais passer ma souris sur lui. Voilà, il charge. Et tac, voilà. Et en fait, ça, c'est parce que les personnages, ils ont tous, au-delà de pouvoir jouer des cartes et de se déplacer, ils ont tous une attaque par défaut. Non, c'est pas une épée de Damoclès. C'est pas une épée de Damoclès. Non, en fait, c'est juste que quand tu cliques sur ce bouton-là, ces épées croisées, il passe en mode attaque. Et du coup, ça lance son corps à corps et il peut taper. Donc, un peu comme dans beaucoup de jeux de cartes, mais je pense surtout à comment ça s'appelle ? À Hearthstone. En fait, les unités ont, quoi qu'il arrive, une attaque gratuite à chaque tour. Ce qui permet de fluidifier un peu le jeu. Comme ça, quand t'es un peu niqué parce que t'as pas les cartes que tu voulais,
bah, tu peux quand même jouer, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et on peut totalement imaginer que selon le perso, l'attaque de base n'est pas la même. Parce que les attaques de base pourraient, pour l'instant elles n'en ont pas, mais pourraient avoir des effets. On pourrait imaginer que l'attaque de base de Lumine, elle empoisonne systématiquement le mec. Voilà un petit peu où on en est, quoi. Sur cet aspect-là, donc le développement se poursuit, continue. En gros, quand je ne suis pas en train de bosser sur des séries Tellington, je ne suis pas en train de faire de la compta, de la paperasse et de la gestion d'entreprise, je code. Je programme le jeu. Voilà. Je suis curieux de lire vos retours. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Là, je vais couper la VOD parce qu'on a quand même un truc qui dure quasi 2 heures. Ah non, 2 heures, c'est tout live inclus. Mais qui dure depuis un petit bout de temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette keynote, ceux de YouTube. Les autres, restez avec moi. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Je vous embrasse et merci pour votre confiance et continuez à apprécier notre univers et passer une bonne journée. Des gros bisous. Ciao YouTube.